Donc, je suis en effet médecin anesthésiste réanimateur et je me suis intéressée très tôt à l'acupuncture au sein de mes études. Et j'ai eu la chance, lors de mes 10 dernières années d'anesthésiste réanimateur au centre Léon Bérard, d'avoir pu commencer à pratiquer l'acupuncture et notamment en cancérologie dans un milieu où effectivement cette médecine était peu connue ou peu introduite. Et j'en remercie encore le professeur Thierry Philippe. Donc aujourd'hui, cette médecine 3 fois millénaire a toute sa place dans notre arsenal thérapeutique, puisqu'avec un recul de 50 ans de recherche clinique, de recherche scientifique, on peut asseoir des indications tout à fait licites de traitement par acupuncture, notamment en première intention dans certaines douleurs ou en complémentarité avec certaines pathologies chroniques, dont le cancer, et puis en prévention aussi, parce que c'est ici un thème qui vous tient à cœur. Alors, quand on parle de médecine traditionnelle chinoise, je fais de la médecine traditionnelle chinoise, qu'est-ce que recouvre ce terme ? Il faut savoir que dans les textes anciens, la santé était décrite selon un certain art de vivre, c'est-à-dire avoir un corps dans un esprit sain. Et donc, il fallait déjà pratiquer des exercices physiques que l'on retrouve aujourd'hui, ce tai chi, ce qigong, tout simplement cette activité physique dont vous a parlé déjà tout ce matin. Et puis cette méditation, parce que le calme mental est important et préside à un corps sain et serein. Une deuxième branche de cette médecine traditionnelle chinoise, c'est la nutrition. Et vous savez qu'on est ce que l'on mange, donc c'est vraiment une branche primordiale. Et c'est seulement si le déséquilibre intervenait dans le corps qu'il fallait venir le soutenir et venir le traiter. Et les anciens préconisaient ici cette troisième branche de la médecine traditionnelle chinoise qui est l'acupuncture. Et si ce déséquilibre persistait, eh bien, on se tournait vers la phytothérapie et vers des traitements plus agressifs. Donc quelques dates historiques, puisque cette médecine millénaire a des écrits qu'on a retrouvés qui datent de 500 ans avant Jésus-Christ. Elle est parvenue en Occident jusqu'à nous d'abord par ces jésuites dès le XIIe siècle et par un consul de France, Georges Choulier de Morand, qui en fait écrit les premiers livres français où il répertorie tous les points, où il répertorie toutes les fonctions des points, les méridiens, leurs trajets, un travail que l'on trouve encore aujourd'hui, heureusement, dans les bibliothèques de nos facultés. Alors, la première consultation d'acupuncture, c'est 1930 à l'hôpital Bichat. Et la création de la Société française d'acupuncture, c'est 1950. Les recherches universitaires ont réellement débuté dans les années 70 en Occident et particulièrement aux États-Unis. Alors, il y a un article célèbre qui a été publié dans le Times par un journaliste qui avait accompagné Richard Nixon en Chine dans les années 72 et qui s'est fait opérer d'une crise d'appendicite aiguë par acupuncture. Et il a été complètement ébloui et subjugué par cette intervention qu'il a vécue le mieux possible, sans douleur, parce qu'ils avaient une grande pratique. Et il a un article qu'on trouve encore d'ailleurs, je crois, sur Internet. Depuis ces années, de nombreuses recherches ont eu lieu, notamment dans le domaine de l'algologie, de l'anesthésie. Et une des grandes indications de l'acupuncture est effectivement le traitement de la douleur. L'OMS en a reconnu des indications dès les années 80 et l'Institut national de la santé américain a fait une conférence de consensus en 98 répertoriant sur plus de 3000 références bibliographiques les grandes indications. Et depuis 2010, cette médecine est au patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO. Alors on ne peut pas, étant à Lyon, ne pas parler du docteur Paul Nougier. Alors l'auriculothérapie est quelque chose d'à part, dont les ressorts, dont le mécanisme est différent en mode de fonctionnement que l'acupuncture. Mais c'est lui qui a découvert, en tout cas, dessiné les premières cartes d'auriculothérapie. Et je crois qu'on lui doit à ce titre-là à Lyon de se souvenir de ça. Et en tout cas, cette auriculothérapie est un apport majeur pour nous en tant qu'acupuncteurs parce que les deux sont synergiques. Alors en France, l'acupuncture est enseignée à l'université depuis 1987 sous forme de DU ou de capacité. Depuis 2009, il y a un diplôme d'acupuncture scientifique qui réunit les facultés de Lyon et Paris-Sud. Et cette acupuncture en France est enseignée à des médecins et à des sages-femmes. Et c'est vrai qu'ici, il y a une différence par rapport aux anglo-saxons
qui valide la pratique de l'acupuncture à des non-médecins. En France, on n'a pas encore résolu ce problème-là et il y a de nombreux non-médecins qui pratiquent l'acupuncture. Selon les textes, c'est un exercice illégal de la médecine. Elle se pratique essentiellement en cabinet libéral. C'est une pratique hospitalière chez l'adulte, mais à l'hôpital, si elle commence à pénétrer chez l'adulte, elle est quasi inexistante chez l'enfant. En 2013, il y a eu un avis plutôt favorable de l'Académie nationale de médecine. Ça veut dire qu'elle commence à être reconnue, qu'on commence à structurer ses activités et à évaluer. Donc il y a de nombreux projets de recherche, notamment à l'APHP, qui sont en cours sur ce traitement par acupuncture. Alors les anciens disaient, vous l'avez dit je crois d'ailleurs ce matin, un mauvais médecin voit le symptôme et le soulage. Un bon médecin en trouve la cause et la guérit. Un excellent médecin va trouver la fragilité de l'organisme avant que la maladie n'arrive et la prévient. Et c'est ce que nous permet aussi l'acupuncture, cette vision générale de l'homme, cette grille de lecture que nous offre l'acupuncture, c'est d'aller au plus près de la défaillance de l'organisme, parce qu'on a tous une petite faille et plus on la compte, moins on sera malade. Donc c'est une origine chinoise et c'est une des branches principales de cette médecine traditionnelle chinoise. Il faut savoir que ça existait dans d'autres cultures. En Égypte ancienne, on parlait aussi de système de canaux. En Grèce antique, dans le traité d'Hippocrate, on retrouve des points vitaux du corps qui sont en corrélation avec nos points d'acupuncture. Et en médecine ayurvédique, on parle aussi de marma puncture. Alors cette médecine ancestrale de plus de 4000 ans n'est pas figée et elle a vu une évolution dans ses différentes techniques. Et ce point d'acupuncture peut être stimulé de différentes façons. Par les aiguilles, bien sûr, par la pression, par des moxas. Vous voyez, la pression, des moxas qui sont en stimulation par la chaleur du point d'acupuncture, par de l'électroacupuncture où on branche sur les aiguilles un stimulateur avec des ventouses ou aujourd'hui avec un laser. Cette évolution des techniques nous permet d'utiliser chez l'enfant, c'est-à-dire d'étendre les indications, puisqu'ici on n'a pas du tout la douleur de l'aiguille. On peut aussi avoir des moxas qui sont électriques et qui reproduisent exactement les mêmes courbes de chaleur par infrarouge et donc délivrées de façon totalement inoffensive, sans fumée, n'étant pas allergisantes. Je rappelle ici que les aiguilles sont de plus en plus fines et qu'aujourd'hui elles ne doivent être utilisées que des aiguilles à usage unique. Ça, c'était un petit rappel et un petit clin d'œil au docteur Paul Nogier pour dire que cette auriculothérapie a un mécanisme d'action réflexe, qu'au niveau de l'oreille vient se représenter tout le cerveau humain dans la forme d'un fœtus inversé et que observer l'oreille, c'est à la fois un moyen diagnostique et un moyen thérapeutique. Voilà, je n'en dirai pas plus puisque c'est à part, mais je l'utilise moi aussi dans ma consultation. Et cette cartographie a été revue par le docteur Halimi et validée en 2011. Donc les cartographies aujourd'hui qui circulent sont celles-ci par un médecin parisien, grand auriculothérapeute. Alors quels sont les principes de l'acupuncture ? L'acupuncture, c'est une vision énergétique de l'homme. Vous avez toujours entendu cette énergie qu'on appelle qi en chinois. Et cette énergie dont on est tous dépositaires à la naissance, on va l'entretenir par la nourriture que l'on absorbe, par l'air que l'on respire. Et elle va circuler dans un réseau de méridiens qui parcourent le corps en surface et en profondeur, et donc qui sont reliés aux organes. Et chaque organe vient résonner sur ces trajets de méridiens à la surface du corps. Donc ça nous offre, ici c'est un petit peu résumé, mais une grille de lecture à la fois physiologique et pathologique, spécifique, non dynamique et surtout non séparée de l'environnement. Parce qu'en consultation d'acupuncture, on replace toujours le patient dans son contexte environnemental et saisonnier. Voilà un exemple de méridien d'acupuncture. Je pense que vous en avez tous déjà vu des planches. Ils ont sur toute la surface du corps. Et ici, il émerge, c'est ce fameux méridien du poumon, qui est en cause dans ce nez bouché, qui émerge ici au niveau de l'épaule et qui descend jusqu'au pouce. Mais on voit l'intérêt de cette planche était pour vous montrer qu'en profondeur, il émerge au niveau du diaphragme, qu'il a une branche profonde au niveau du thorax et de la gorge, donc intéressé dans toutes les pathologies orales, mais aussi lié au gros intestin.
Et on voit ces pathologies couplées, intestin et respiratoire. Alors le challenge de l'acupuncture scientifique, c'était déjà de montrer la réalité des points et des méridiens. Donc c'est quelque chose de difficile puisque un point d'acupuncture est un point de moindre résistance, c'est-à-dire qu'il a des caractéristiques physiques, électriques, mais pas une réalité anatomique propre. C'est un puits. C'est un puits où la résistance physique au niveau de la peau chute. Au niveau du méridien, il se produit la même chose et on a pu les mettre en évidence ici avec des caméras et avec la thermographie. En stimulant les points du méridien de vessie, on arrive à montrer la différence thermique tout au long du méridien de vessie. Voilà. Donc le challenge de cette acupuncture scientifique, c'était de comprendre ces mécanismes d'action de cette médecine ancestrale. Et aujourd'hui, on approche la compréhension de cette action locale de l'aiguille, d'une action segmentaire, puisqu'elle est relayée à tout le réseau neurologique périphérique, puis une action centrale et une action sur le trajet du méridien. Donc il n'y a pas besoin d'y croire pour que ça fonctionne, il faut surtout un bon système nerveux. Alors, comment va être médiée l'action locale jusqu'à l'action centrale, pour avoir une action centrale et générale? Eh bien, elle va être relayée par le tissu conjonctif et tous les récepteurs neurosensoriels de la peau. Il est important de connaître l'anatomie, il est important de connaître toute la neurophysiologie pour savoir à quel niveau on pique et qu'est-ce qui est mis en jeu à chaque fois lorsqu'on a une action sur un point. Pour faire court, il y a une libération des médiateurs humoraux localement, il y a une libération des endorphines et on va mobiliser avec les aiguilles toutes les endorphines endogènes. Et c'est à ce titre-là qu'on a une grosse action antalgique. Et on a des relais, puisqu'au niveau de l'entrée médulaire, on a des connexions avec tout le système nerveux autonome, donc la régulation des organes profonds qui sont non contrôlés par le système nerveux central, mais qui ont une innervation propre. Donc il faut avoir un bon système nerveux, il est mis en cause, il est le support de notre action, et il y a un effet antalgique donc très puissant. Dans quelles indications? Donc il y a un rapport de l'INSERM assez récent qui a rapporté sur des revues de grosses revues, l'intérêt de l'acupuncture dans le traitement des douleurs, les céphalées de tension, les migraines, avec un grade A de la Haute Autorité de Santé. Ça veut dire des études, des méta-analyses sur des grandes populations, dans les douleurs lombaires, dans les dysménorrhées, dans les nausées-vomissements. Et puis, l'auriculothérapie a bénéficié, elle aussi, d'un rapport d'INSERM, avec des indications retenues essentiellement pour l'anxiété aussi et la douleur. Vous pouvez retrouver sur Internet ces rapports pour ceux que ça intéresse. Alors quel est l'intérêt d'associer ou de faire de l'acupuncture? Tout d'abord, c'est l'innocuité. Il faut savoir qu'il y a très très peu d'effets secondaires et si vous avez affaire à des praticiens confirmés qui connaissent leur anatomie, il y a peu de risque de perforation d'organes creux. S'ils utilisent des aiguilles à usage unique, il n'y aura pas de transmission d'agents infectieux. Hein. Et donc, c'est très intéressant d'avoir une médecine aussi peu agressive, quelque part, malgré l'aiguille. Elle offre un diagnostic et une approche thérapeutique globale et elle va nous permettre de diminuer la iatrogénie médicamenteuse. Alors, en première intention, je vous ai résumé les principales indications. Donc, c'est la douleur et je vais vous donner quelques exemples. Ce sont les troubles du sommeil, ce sont les nausées, vomissements. Et ce sont tous les patients qui ont des contre-indications médicamenteuses à qui l'on peut proposer d'être traités par acupuncture. En complémentarité d'un traitement allopathique, la cancérologie, les douleurs chroniques et aussi la procréation médicalement assistée. Et puis dans la prévention, il y a tout le cortège des pathologies saisonnières et des allergies qui peuvent être traitées et prévenues par acupuncture. Alors, je voulais vous montrer comme l'IRM fonctionnel a pu nous apporter, nous éclairer sur les mécanismes d'action de l'acupuncture. Ici, vous voyez un cerveau chez une patiente à qui on inflige une douleur. Et vous voyez s'éclairer des zones de la douleur bien connues des neurologues. Et ici, si l'on applique un point, si on travaille un point qui a dans ses indications l'antalgie, on voit que ces zones-là viennent diminuer, s'éteindre complètement, et même des zones très profondes. Si on pratique une fausse acupuncture, c'est-à-dire qu'on pique à un autre point, eh bien ça a une action mais partielle. Donc la fausse acupuncture a quand même un effet, même s'il est moins puissant qu'une acupuncture au bon point et au bon endroit.
Tout ça pour dire qu'il y a eu des expériences allemandes dans un programme qui s'appelle le programme GERAC sur des problèmes de santé publique, qui est la prophylaxie de la migraine, l'arthrose du genou, les lombalgies chroniques, sur des cohortes de près de 1000 patients. Ils ont montré que l'acupuncture versus traitement complémentaire, ou acupuncture factice, c'est-à-dire à un mauvais point, versus traitement classique, ces traitements classiques, et ben ces deux approches sont supérieures au traitement classique. Et sur les bases de ces études-là, les complémentaires de médecine allemande ont validé la pratique de l'acupuncture. Non pas pour vous dire qu'il faut forcément faire n'importe quoi quand on fait de l'acupuncture, mais qu'on est supérieur au traitement conventionnel. Alors aujourd'hui, les programmes individualisent des points parce qu'effectivement, à la lecture de la personnalité de chacun, si on individualise des points, alors à ce moment-là, le protocole devient supérieur dans l'acupuncture réelle par rapport à l'acupuncture factice. Quelques exemples de douleurs qui peuvent être prises en charge en première intention par l'acupuncture. Je présente ici les dysménorrhées primaires. Ces douleurs menstruelles chez les femmes qui génèrent de nombreuses consommations médicamenteuses, qui ont un retentissement social, une éviction des classes, vraiment qui sont un vrai problème de santé publique. Il faut savoir qu'à ces jeunes filles, on leur propose le plus souvent un traitement très classique par anti-inflammatoire non stéroïdien et puis rapidement une mise sous pilule. Eh bien, il y a des travaux qui montrent qu'on peut améliorer cette douleur et que c'est significativement supérieur à l'acupuncture, à un placebo et même aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, et que la prise en charge par acupuncture va améliorer la qualité de vie. Donc un point, moi que je montre aux jeunes étudiantes, aux jeunes femmes, de se masser ce point-là, qui est le 6 rat, et qui est très très antalgique, et du coup même de les rendre autonomes. Donc en 2-3 séances d'acupuncture, les douleurs de règles disparaissent, et ensuite elles sont autonomes. Et ça évite quand même la mise sous œstroprogestatif très tôt dans la vie d'une femme. Dans les dysménorrhées secondaires, et on connaît ce problème d'endométriose qui est générateur de douleurs chez un nombre de femmes, et parfois très très jeunes, eh bien, il y a des études qui ont vraiment montré que d'associer dans ces cas-là l'acupuncture, même à des traitements antalgiques, on diminuait les échelles de douleur, vous voyez ici, de presque 8 à 3 en 4 semaines. Pour ce qui est de la prise en charge d'un geste opératoire, je vous parlais des nausées-vomissements. Un point suffit à réduire les nausées-vomissements, alors qu'elles soient post-opératoires, qu'elles soient gravidiques ou qu'elles soient chimio-induites. Donc ce point-là est important à connaître. On le montre aux patients, on le stimule en salle post-interventionnelle, on le stimule avant des chimiothérapies, on le stimule chez les femmes enceintes qui sont nauséeuses. Et il y a une revue de la littérature sur plus de 5000 patientes qui a validé ce point, pas forcément même en piqûre, même en acupression. La pathologie respiratoire, là aussi, comme l'oratrice précédente l'a dit, c'est un vrai problème de santé publique. Eh bien, il y a des ECA récents, des essais cliniques randomisés qui montrent que chez des enfants asthmatiques, même des petits-enfants, l'acupuncture permet de diminuer l'utilisation des stéroïdes et d'améliorer les signes fonctionnels. Donc on diminue les traitements et on améliore les signes fonctionnels. Dans les rhinites allergiques, de la même façon, diminution de la gêne des douleurs, des signes fonctionnels, et même sur les scores d'IgE. Et vous voyez, 2 séances par semaine pendant 8 semaines. Et chez l'enfant, on peut utiliser du laser. En procréation médicalement assistée, là aussi, de nombreuses femmes aujourd'hui sont obligées de suivre des stimulations pour différents problèmes. Et bien ici, il y a une conférence de consensus qui rapporte un protocole de prise en charge pour aider ces femmes, non seulement sur les maturations folliculaires, sur la maturation de l'endomètre, qui aide à l'implantation et qui prend en charge tous les effets psychologiques et les effets secondaires, surtout des traitements hormonaux. Pendant la grossesse, je vous l'ai dit, donc la stimulation de ce point pour la prise en charge des nausées-vomissements, mais tous ces troubles-là chez la femme enceinte, on ne peut pas utiliser de médicaments. L'acupuncture est ici une bonne approche et elle a toute sa place.
Là, c'était pour la version fétale, les bébés qui se présentent en position de siège. Ça augmente les taux de césarienne. Ici, l'acupuncture associée à des techniques posturales diminue les présentations non céphaliques. En postpartum aussi, on est gêné pour utiliser des molécules allopathiques et l'acupuncture, qui est pratiquée par les sages-femmes, a toute sa place dans la prise en charge de ces femmes. En cancérologie, les nausées et vomissements, l'asthénie et les douleurs, c'est 70% des attentes des patients dans le traitement des effets secondaires. Et ici, on a un gros impact. Là, il y a eu une revue en 2010 à Paris qui montrait l'effet positif de l'acupuncture sur la fatigue, les nausées, vomissements et la douleur. Les effets précoces, une séance dans les 48 heures avant la chimiothérapie. Alors, ça ne va pas être zéro parce que ce sont des traitements très très lourds. Mais qu'est-ce que l'on propose aux gens? De réduire l'intensité des symptômes, de réduire la durée, donc d'améliorer le confort en intercure chez ces patients. Donc les nausées, vomissements sont très accessibles, les aftes, les mucites, et on sait combien c'est invalidant pour les patients, surtout dans ces pathologies-là, de ne plus manger. À long terme, l'asthénie, les brûlures cutanées, les douleurs neuropathiques, on n'a rien à proposer à ces patients qui ont des douleurs neuropathiques et chez qui on est obligé de diminuer les traitements et de ne pas avoir les doses optimales de chimiothérapie. Les bouffées de chaleur, les arthralgies, qui sont les effets secondaires du traitement hormonal substitutif, peuvent être pris en charge par l'acupuncture. Ici, c'était un exemple de prise en charge par acupuncture d'une radiothérapie du sein, une séance par semaine, et on évite en fin de radiothérapie, au bout de 4 semaines, les brûlures cutanées. Ici, le syndrome main-pied, qui se développe sous les molécules très agressives, Taxol, Taxotere. Donc, on n'a rien à proposer à ces gens qui lâchent les objets, qui ont des douleurs de brûlure, pour qui la vie est un enfer. Ils peuvent même parfois pas marcher, les ongles tombent. Eh bien, des protocoles qui peuvent paraître un petit peu agressifs arrivent à faire régresser ces symptômes-là. Les patients récupèrent une qualité de vie et les patients en cours de chimio ont le maximum de leur dose. Et ça, c'est vraiment très, très important pour combattre cette maladie. Donc, cette médecine complémentaire, qui est l'acupuncture, ou intégrative selon le terme anglo-saxon, se pratique aujourd'hui essentiellement en libéral, mais elle impose de construire un réseau de prise en charge avec d'autres spécialistes, des obstétriciens, des cancérologues, des pédiatres. Elle a ses limites qui sont des limites financières, puisque comment les patients peuvent tous aller se faire soigner et être pris en charge pour ces consultations qui sont quand même des consultations longues et répétées. Donc ça, c'est une interrogation que je pose aux organismes de santé de mutuelles. Elle se développe à l'hôpital et c'est aussi ce que j'essaye de faire à l'hôpital Nord de Lyon, dans le service du professeur Aubrun. On développe des programmes de prise en charge des nausées-vomissements en salle de post-interventionnelle et ça marche très bien. Les infirmières s'approprient ces techniques en gynécologie, en cancérologie et bien sûr en douleurs chroniques. Alors quels sont les bons points de l'acupuncture? Eh bien, c'est peu d'effets secondaires. C'est d'essayer de diminuer la consommation médicamenteuse pour que les patients prennent juste ce qu'il leur faut. Elle peut être recommandée sur des efficacités prouvées. Il y a toute une littérature, en particulier dans les nausées, vomissements, quelles qu'elles soient dans les douleurs, en complémentarité d'une prise en charge conventionnelle et bien sûr dans un volant de médecine préventive pour les pathologies saisonnières. Je recommande cet ouvrage qui a été écrit par une de mes amies, Nadia Wolf, qui est à l'origine de ce diplôme d'acupuncture scientifique. Vous y trouverez les références, les points, et c'est intelligemment écrit. Merci de votre attention.